Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire Île-de-France PEX Driéat sur les thématiques que les gens ne maîtrisent pas toujours, mais que pour les éco-entreprises en particulier, elles ont parfois cette impression d'être déjà une entreprise avec une grande mission. Donc, on va découvrir comment devenir une entreprise à mission, les premiers pas et et on a pour ce faire la chance d'avoir parmi nous l'homme à l'initiative de tout de ce webinaire, donc Marc Dufault, qui est directeur de projet économie verte à la Dryat Île-de-France. Euh, Bonjour Marc. Bonjour. Euh, on a Valérie Brisac, qui est la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Valérie. Et Bonjour. on aura la chance d'avoir le retour d'expérience de deux sociétés, les sociétés Gobi et Tani, avec Florence Bétinger et Natacha Ejipa. Bonjour Florence et Natacha. Et j'ai oublié de présenter Tiffaine, qui est à la mission, qui a cette mission-là chez nous de gérer les projets notamment. Donc c'est grâce à Tiffaine aussi que nous sommes tous là aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter en deux mots ce qu'est le PEX. Moi, je m'appelle Sophie Gentil, je suis déléguée générale adjointe du PEX. On a 40 personnes qui se sont inscrites, donc parmi elles, il y a pas mal d'éco-entreprises. Donc voilà, on vous a mis les noms des inscrits pour que vous puissiez soit vous retrouver, soit vous dire, ah, je vais peut-être essayer de communiquer avec eux. Ça commence bien. Tu demandais, Marc, est-ce qu'il y aura juste à cliquer? Bah ouais, vaut mieux cliquer, vaut mieux appuyer sur la flèche que de cliquer. Donc le PEX, c'est quoi? C'est un réseau de réseaux même. On est la filière des éco-entreprises en France. On représente 6000 éco-entreprises. Notre objectif dans la vie, on va dire, c'est... Ah, il y a de l'écho, donc si vous pouviez couper vos micros. Et c'est de rassembler, d'animer, d'agir, de promouvoir, de faire des actions en faveur de cette filière magnifique que sont les éco-entreprises. On a un peu plus de 20 ans d'existence. Comme je le disais, ça nous fait 40 réseaux, 6000 entreprises dans tous les secteurs de la transition écologique, énergétique et circulaire sur tout le territoire et les territoires d'outre-mer. On est une grande communauté. Notre objectif, c'est d'être une démarche collective pour développer cette filière, créer des emplois verts et, in fine, accélérer la transition écologique et énergétique. Pour ce faire, en plus de nos 40 réseaux, on a des partenaires. Et donc, dans ces partenaires, vous allez avoir l'ADEME, qui est un grand partenaire. Vous allez avoir la Dryad, qui est avec nous aujourd'hui, BPI France, l'OFB, Business France, le CEREMA, Valobat, la French Tech, la Société des grands projets. Enfin, on a aussi bien des territoires, des grands comptes, sur toutes les thématiques, des banques, des éco-organismes. Voilà. Et puis quelques médias spécialisés dans l'environnement, évidemment. Pour ce faire, pour aider cette filière à se développer, et donc en particulier les entreprises, donc on est notamment Florence Jasmin, qui est déléguée générale du PEX, et moi, on vient du secteur du privé, et donc tout a été monté, ce PEX a été créé par des directeurs de PME de l'environnement, avec comment on développe les entreprises en développant le commercial, en faisant de l'innovation, du financement, des emplois et compétences et en exportant. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on a des axes d'intervention. Ce sont les mêmes que pour une entreprise, pour toutes les entreprises. Le PEX, c'est un centre de ressources également. Les gens ne le savent pas forcément. On a un annuaire national des éco-entreprises avec presque 1000 entreprises qui sont référencées. Si vous êtes une éco-entreprise et que vous n'êtes pas référencé, c'est un tort, faites-le. Si vous n'êtes pas une éco-entreprise mais que vous cherchez des solutions, référez-vous plutôt à l'annuaire. Grâce à cet annuaire, on a un observatoire qu'on maîtrise bien. Qu'est-ce qu'une éco-entreprise? Combien de personnes? Est-ce qu'elles ont besoin de recruter? Sur quel pays elles veulent se développer? Enfin voilà, on a un véritable observatoire. On instruit les événements de la filière. Donc on a un agenda en ligne et pour nos partenaires, on a même un agenda plus précis, qualifié. On met
on met à disposition forcément les actualités, des études, des formations. On essaye de mettre en avant le plus possible quels sont les dispositifs de soutien pour le développement de la filière. Et on a un outil qui est fort utilisé par les entreprises. On a un annuaire des investisseurs de la transition écologique qui est avec plus de 150 fonds référencés. Donc voilà. Pour donner en 2 minutes, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc je vais essayer de pas dépasser. Cet annuaire, on l'a lancé l'année dernière, donc ça, en un an, on va dire, il y a pratiquement 1000 entreprises maintenant référencées. Il est beaucoup vu. Les grands comptes nous demandent des accès pour pouvoir encore plus contacter les entreprises. Donc, c'est un outil qui fonctionne, qui a un intérêt. À la base, c'est l'ADEME qui nous a aidé qui nous a demandé, qui a soutenu cet annuaire. Donc vraiment très bel outil vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Vous savez où est la région d'intervention, la taille de l'entreprise, quel type d'entreprise. Et aujourd'hui, on a mis des accès premium. Donc voilà, c'est utile. Dans le 3 avril, notre plus grand événement, je vous fais un petit peu de pub pour ceux qui ne connaîtraient pas le Forum national des éco-entreprises. C'est 500 acteurs économiques réunis au ministère de l'économie et à distance, avec un tiers de porteurs de solutions, un tiers d'entreprises, de territoires, de collectivités industrielles, tertiaires qui cherchent des solutions, et un tiers d'investisseurs, d'institutionnels, et qui sont tous réunis là pour se rencontrer, pour découvrir des solutions innovantes. On a des vitrines de l'innovation et le trophée de l'éco-entreprise innovante qui sera décerné en fin de journée. Donc, on a un très beau programme avec pas mal de key speakers. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous demander pour vous inscrire. Voilà, petite information francilienne. Notre rencontre Écotech Territoire revient je crois que c'est la 7e édition, le 5 juin à La Défense, au siège du Crédit Coop. Pareil, les thématiques, ça va être économie circulaire, géothermie, sobriété et efficacité énergétique et adaptation au changement climatique. La Société des grands projets sera présente. On va faire des vitrines de l'innovation aussi, mais là, c'est vraiment orienté territoire et entreprise francilienne. Voilà. Et alors ça, donc on a, comme notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se développer, on a monté des ateliers avec la DRIETS d'Île-de-France. C'est orienté pour les éco-activités. L'idée, c'est quels sont les enjeux de l'ESG, ou donc de ce qui va être découlé de cette directive CSRD qui évolue beaucoup, mais qui quand même va créer, l'air de rien, des obligations pour les PME, même si elles seront moins strictes tout de suite, il y aura quand même des obligations, puisque vous allez devoir répondre à vos clients qui, eux, auront ces obligations tout de suite. Elles doivent répondre à ces obligations. Donc, ces ateliers sont gratuits. C'est le PEX et l'Adriette qui les financent. Voilà, donc dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y en a 4, il y a 4 dates. Tout est peut-être en région parisienne, donc enfin Paris ou métro. Donc voilà, inscrivez-vous. Alors on vous passera les slides et vous voyez, j'ai mis un petit bouton. Il suffit de cliquer sur je m'inscris. Voilà. Ce sera, et sinon vous nous posez la question, peut-être si quelqu'un peut mettre le lien du PEC, si quelqu'un du PEC peut mettre le lien vers le bulletin d'inscription. Bah bravo, vous êtes trop fort. Voilà, et puis sinon, vous voulez connaître les opportunités du PEX, abonnez-vous à nos actualités. Et puis moi j'ai terminé, donc c'est à toi. Donc je te donne la main, Marc. N'hésitez pas à me Ok, poser des questions sur le chat, j'y répondrai avec plaisir. Et je te donne la main. Marc, c'est à toi. Normalement, c'est bon. ok, je vais faire un essai. Là, en appuyant sur la petite flèche, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Là, j'appuie sur la petite flèche, Sophie. Ouais, vas-y. Ouais, ouais, de mon côté, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. T'es sur l'écran? Ouais. Enfin, je suis sur. Clique peut-être avec ta souris sinon. Ouais, je clique, mais ça n'a pas Ah l'air bah de. voilà, ça y est, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Alors, je reviens. Comment je reviens? Tac. Ok, ça a l'air de fonctionner. Excusez-moi. Bonjour à toutes et tous. Marc Dufaux, donc, comme vient de le préciser Sophie, je travaille à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Donc, un acronyme un peu barbare, la DRIEAT. Donc, vous retenez que c'est le service déconcentré du ministère de la Transition écologique en Île-de-France. Très rapidement, c'est une sorte de DREAL,
ceux qui connaissent bien les DREA, je suis sûr qu'il y a des éco-entreprises qui connaissent bien les DREA. On a la compétence sur les sujets de l'acronyme, on n'a pas la compétence sur l'habitat-logement. Les DREAL sont bien connus sur leur aspect régalien. Moi, j'appartiens à une équipe à qui on ne demande pas d'être sur les aspects d'inspection, de contrôle de police, mais au contraire, d'essayer de faire évoluer les mentalités, les pratiques, en animant, en formant sur différents champs, l'économie verte dont je m'occupe, donc la croissance verte en particulier, mais on est aussi en lien avec les associations, l'éducation à l'environnement et le développement durable, les collectivités aussi, à travers un certain nombre de dispositifs. Alors aujourd'hui, on est clairement sur le sujet, et Madame Brisac est avec nous, sur le sujet des sociétés à mission. Mais j'ai tenu, parce que je sais que la communauté des sociétés à mission a déjà pris le train en marche depuis plus d'un an, sur l'articulation entre la qualité de société à mission et puis un certain nombre d'applications rendues obligatoires dans le cadre de la directive sur les rapports de développement durable des entreprises, en anglais la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Euh, et j'ai pensé qu'il était intéressant en quelques minutes d'essayer de trouver un peu les points d'articulation, éventuellement de complémentarité, sachant que de mon point de vue, il s'agit, on est en face du point de vue d'un entrepreneur qui est confronté, ou au contraire dans une démarche volontaire, face à deux dispositifs qui ont une finalité qui m'apparaît assez similaire, mais qui sont, c'est-à-dire conduire les transitions, et en particulier la transition sociale et écologique, mais qui sont, j'allais dire, structurellement très, très différents. Alors, mon topo, il va s'articuler plutôt en trois points. Des brefs rappels, j'irai assez vite parce qu'encore une fois, Valérie Brisac est avec nous sur la qualité des sociétés à mission. Peut-être un bref rappel sur quelques grands principes généraux de la CSRD, mais sachant que vous avez suivi l'actualité comme moi, tout cela est venu être très, très, très impacté il y a une dizaine de jours suite à la prise de parole de la présidente de la Commission européenne. Donc, j'assure une présentation qui est un peu, qui doit tenir compte de cette évolution. Et puis, j'essaierai de conclure en une diapo pour voir justement quelques points de différence et d'articulation. Et là, j'appuie sur la flash. Alors, quelques rappels généraux à société à mission pour ceux qui connaissent déjà. Il s'agit bien d'une qualité qui est reconnue aux sociétés qui, de leur propre fait, souhaitent garantir un certain nombre de respects qu'elles se proposent de réaliser en termes d'engagement sur les plans environnementaux et sociaux. Donc on est bien dans un cadre, j'allais dire, juridique d'objectifs et de raison d'être, puisqu'il s'agit quand même d'un certain nombre de principes d'engagement destinés à guider l'entreprise qui s'en saisit dans son orientation économique, mais à l'aune, encore une fois, d'objectifs qui peuvent être qui sont à identifier, qui peuvent être plus ou moins nombreux et qui sont en regard Ça va? Attends, d'évolution sociale et environnementale que l'entreprise se donne. Donc ça, c'est important de mon point de vue. La société à mission, c'est vraiment une démarche volontaire où l'entreprise se donne pour mission de poursuivre, quand elle les a fixés, un certain nombre d'objectifs sociaux et environnementaux, et dont elle va choisir un organisme tiers indépendant pour en assurer le contrôle et le suivi. Donc on retient qu'il s'agit d'une qualité, c'est un objectif statutaire et qui peut être révoqué. Alors, Sophie, j'appuie sur ma flèche, ça ne marche plus. Est-ce que... Là, normalement, c'est bon, non? Voilà. Donc là, je détaille un tout petit peu plus ce que je viens de vous évoquer. Donc la raison d'être, c'est les principes dont la société se dote, et les objectifs sociaux et environnementaux qui doivent être suffisamment qualifiés, suffisamment précis, parce que je viens de vous dire qu'ils ont vocation à être évalués et contrôlés par un OTI. Et puis ce qui est important aussi, et ça c'est assez fondamental pour moi, c'est les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour justement assurer le suivi l'exécution de la mission qu'elle s'est fixée sur en matière sociale et environnementale. Et ce qui m'apparaît fondamental, c'est la mise en place d'un comité de mission pour la plupart des entreprises. Alors il peut y avoir juste un référent pour les petites entreprises, mais quoi qu'il en soit, il y a véritablement une instance qui est dédiée, j'allais dire de façon exclusive, au suivi de l'exécution de la mission de l'entreprise quand elle est société à mission. Est-ce que ça marche? Oui. Rapidement, vous dire que
les missions, les objectifs que l'entreprise s'assigne, elle fait appel à un organisme tiers indépendant qui est chargé de vérifier l'exécution des objectifs en question. Je vous ai mis pour information, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, et qui est effectivement un calendrier des vérifications en fonction notamment de la taille des sociétés à mission. Alors c'est important parce que je vous ai dit que c'est une qualité qui est révocable, donc le TI est amené à formuler un avis qui est motivé, comme vous voyez, sur le respect de chaque objectif statutaire de la société à mission. C'est lui qui a la charge de l'analyse des justements, en particulier des moyens mis en œuvre, de l'adéquation des missions et des objectifs par rapport aux missions assignées par la société, des résultats, et qui doit tenir compte évidemment à la fois de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et aussi en relation avec cette partie prenante. Et l'avis en question, il est joint au rapport du comité de mission et donc il est joint également au rapport de gestion de la société. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui fait partie du développement dans l'entreprise, puisque en faisant appel à un OTI, bien c'est une manière aussi de suivre l'exécution des missions, de pouvoir les qualifier, éventuellement de les requalifier. Et tout cela doit être publié sur le site web de la société. Alors, je passe maintenant, comme je vous l'ai dit, plutôt à la CSRD. Vous avez vu le titre, contexte réglementaire. Donc, c'est la principale différence. Hein. Société à mission, il s'agit d'une démarche volontaire. La CSRD, j'allais dire, c'est l'inverse. Hein. C'est quelque chose, c'est une directive qui s'est appliquée à un certain nombre de pays d'États membres, bien sûr, qui s'inscrivait dans la continuité d'une précédente directive, mais dont les principes et les qualités avaient été pour partie jugées assez insuffisantes. Les entreprises que vous êtes sont habituées à faire des déclarations de performance extra-financières, mais la directive CSRD, il y avait un objectif aussi de comparabilité inter-entreprise à terme, avec une batterie de critères et indicateurs qui étaient jugés d'ailleurs très, voire pour certains beaucoup trop nombreux. Mais le sens le sens était le même. C'était comment on pouvait embarquer les entreprises à se saisir d'enjeux de transition écologique et sociale et même de gouvernance en introduisant notamment ce qui m'apparaît le socle, en tout cas un prérequis quand on veut répondre aux exigences de cette directive, qu'on appelle donc l'analyse de la double matérialité, c'est-à-dire que la CSRD impose que chaque entreprise puisse réaliser une analyse dite de double matérialité. Initialement, la matérialité dite simple, c'est un concept financier, hein, c'est clairement je vous l'ai mis à droite. Pourquoi faire la CSRD? Il s'agissait en premier lieu d'orienter les investissements en Europe hein, dans ces matières-là. La matérialité, mais qui était déjà utilisée hein, dans l'univers de la RSE, ça permettait de faire le tri, d'identifier les informations comptables susceptibles d'avoir un impact sur la performance financière d'une entreprise. Donc on est bien là, c'est comment un certain nombre de critères, y compris sociaux, environnementaux, gouvernance, pouvaient être modifiés, mais qui pouvaient, encore une fois, venir impacter la performance financière de l'entreprise. Et la CSRD a introduit finalement la chose un peu inverse, et en quoi l'entreprise vient impacter elle-même un certain nombre d'aspects environnementaux, sociaux, d'où le terme double matérialité. Donc chaque entreprise devait éventuellement réaliser cette analyse de double matérialité. Mais, comme vous le voyez, il s'est agi sur proposition de la Commission, de venir modifier et de simplifier tout ça. Alors, de façon un peu provocatrice, c'est les termes qu'il y a en dessous, le petit titre en rouge, révision, allègement, simplification, dérégulation, enfin tout le monde a eu son point de vue sur voilà le détricotage, on dit certains, du Green Deal, avec une nouvelle notion qui est le Clean Industrial Deal, et qui se veut en tout cas venir alléger, ça on pourra le dire, la CSRD, notamment en exemptant, en sortant du champ d'application des reportings extra-financiers sur la durabilité d'environ 80% des boîtes qui jusque-là étaient concernées. Je vous rappelle, c'était essentiellement les grandes entreprises et les PME cotées, mais il y avait quand même des normes volontaires dont pouvaient se saisir certaines PME et TPE,
nous, on considérait, on a fait une petite étude sur le sujet, là, je vous donnera le lien plus tard, euh, que même si une PME, dans le cadre de la CSRD, n'était pas réglementairement concernée, il valait mieux, elles l'étaient de fait, notamment quand elles sont en position de sous-traitance par rapport à des entreprises qui elles-mêmes sont réglementairement concernées par le champ d'application de la CSRD. Quoi qu'il en soit, la feuille de route émise par Ursula von der Leyen, donc elle va proposer ça au Conseil et au Parlement. Donc c'est pas fait, mais enfin voilà, disons que c'est le sens du mouvement de cet allègement. Et voilà, donc des entreprises qui sortiraient du champ, des exigences de reporting réduites. Et puis, d'après ce qu'on en a compris, en tous les cas, dans les premières analyses, le fait que certaines entreprises, les plus petites d'entre elles, ne seraient pas forcément concernées par la CSRD et ou un allègement du nombre d'indicateurs, de critères et indicateurs qui jusque-là étaient proposés par la Commission pour que les entreprises s'en saisissent pour répondre à ces exigences. Alors, je vais passer. Voilà. Et la question que je me suis évidemment posée, alors je sais pas si... Ce qui est bien, c'est très bien de vous avoir, Valérie, parce que on va pouvoir confronter les points de vue, mais je vous donne moi mon regard un peu d'analyse, de première analyse. C'est que je vous ai dit en introduction qu'on était, de mon point de vue, sur deux dispositifs qui avaient une finalité finalement qui m'apparaissait assez similaire, mais en revanche qui étaient donc très différentes de façon structurelle pour moi. C'est-à-dire que on le redit, hein, on le serine même, les sociétés à mission, on est sur un cadre juridique volontaire. Voire singulier. Moi, je comprends que les sociétés à mission, quand elles se fixent un peu des objectifs statutaires, elles le font à l'aune de leurs propres activités, de la nature des parties prenantes avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler, quelle que soit la nature des parties prenantes, y compris le champ financier, à sa propre organisation interne, éventuellement même à là où elle est située. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la raison d'être, des objectifs statutaires, euh, de l'évaluation elle-même quand elle est dans son choix de l'OTI, finalement c'est elle-même qui va définir sa trajectoire. Et puis je vous rappelle cette notion du comité de mission qui est pour moi assez essentielle. Versus la CSRD qui, avec un objectif de comparabilité interentreprise à terme, qui propose finalement une démarche, alors jugée par certains beaucoup trop lourde, beaucoup trop complexe, certes, mais qui a quand même cet objectif de rendre un peu systématique sur la base de critères et d'indicateurs communs fournis par la Commission, et finalement une notion un peu homogène et très standardisée. Vous voyez un peu la différence d'approche. Donc oui, pour un objectif de transparence, de comparaison, maintenant, donc on rappelle que l'analyse de double matérialité est essentielle, ceci étant jugé par certains comme trop lourde, trop standardisée, finalement relativement peu adaptée pour certaines catégories d'entreprises. Ceci étant, et je vais conclure par là, ça sera la dernière slide, et je crois que je serai dans les temps, Tiffaine, incroyable. Voilà. Moi, je me dis, en fait, il faut aller plus loin que ce premier point de vue. Similarité peut-être dans l'objectif, mais encore une fois, structure très très différente. Et finalement, il faut se poser, il faut un peu déplier les objectifs de chacun de ces deux dispositifs. On ne revient pas sur la mission statutaire, les modèles de mission, la trajectoire que se propose de faire une société de mission, comparativement à un système assez homogène, assez ancré, assez standardisé de la CSRD. Mais par contre, il faut se poser des questions. Alors, il faudra se les poser nouvellement, puisque je vous ai dit que la CSRD risque d'évoluer très fortement. Bien sûr, ça ne sera pas les mêmes questions de répondants de dispositif à dispositif qu'on s'est posé l'année dernière versus celles qu'on se posera dans les semaines qui viennent. Ceci étant, il n'est pas improbable que quand on est déjà société à mission, et on verra peut-être à travers les témoignages, quand on a essayé d'anticiper des objectifs réglementaires en termes d'application de la CSRD, finalement, c'est peut-être une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on est société à mission, quand on a un comité de mission, comment ce comité de mission, par exemple, peut venir challenger un certain nombre d'objectifs et d'exercices imposés de la CSRD. Il y a des questions qui peuvent aller dans les deux sens. Quand on fait une analyse de double matérialité,
est-ce que ça va venir, enfin, si on avait dû la faire telle qu'elle existait jusqu'alors, est-ce que ça aurait fortement impacté la mission elle-même d'une société à mission ou l'inverse? Encore une fois, comment la mission que se donne volontairement une entreprise dans le cas d'une société à mission va au contraire venir éclairer l'exercice d'analyse de double matérialité. Merci Euh, beaucoup, Marc, hein, voilà, je m'arrête là, c'est juste pour exposer le problème et peut-être que Valérie fera un trait ou non sur la CSRD, mais voilà, il faut quand même avoir ces deux dispositifs en tête. Merci Sophie. Merci beaucoup, Marc, c'était fort intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Marc. On aura un temps d'échange de toute façon à la fin. Donc, mais s'il peut déjà commencer à vous répondre dans le chat, il le fera. Euh, donc là, je vais donner la parole maintenant à Valérie Brisac, qui est donc la directrice générale des sociétés, de l'association des sociétaires à mission. Je vais essayer de vous donner le contrôle à distance et j'espère que ça va mieux marcher que pour Marc. N'hésitez pas à me dire si ça ne marche pas, je ferai moi passer les slides avec plaisir. Ça a l'air de fonctionner. Eh ben, nickel. Bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup OPEX de nous avoir donné cette opportunité. Merci à Marc pour cette très bonne introduction du modèle. Donc de mon côté, moi, je vais vous parler plutôt de la dynamique des entreprises à mission en France, de finalement la philosophie de ce que c'est que ce modèle, et puis également ce que l'on fait à la communauté. Alors, commencer. Alors, hop, est-ce que ça marche? J'ai appuyé. Hop, hop. euh, Ok, super. Alors, du coup, le ton, aujourd'hui en France. Aujourd'hui, alors, j'ai fait les slides lundi. Depuis, le compteur est monté. Nous sommes aujourd'hui à 2002 sociétés à mission référencées. Donc ça, c'est un travail que l'on fait chez nous. Donc on a un observatoire, donc un peu comme OPEX. Nous avons notre propre observatoire des sociétés à mission qui mesure la dynamique en fait de l'évolution du nombre de sociétés à mission en France. Donc qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Donc c'est un chiffre qui a triplé en 3 ans. Donc, il y a vraiment une forte dynamique depuis la création de la promulgation de la loi il y a 6 ans. Ça concerne 1 million de salariés, donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà très significatif. Ce qui est important à noter, c'est que c'est un modèle dont les entreprises de tout type se sont emparées. Il n'y a pas un format, un type ou un secteur d'activité concerné. C'est vraiment toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs et toutes les régions. Ça, c'est vraiment un point très important. Il y a notamment aujourd'hui 57% d'entreprises à mission qui sont en région. Donc, il y a plus d'entreprises à mission ailleurs qu'en Île-de-France, donc ce n'est pas forcément intuitif. Et 80% des entreprises à mission sont moins de 50 salariés. Donc, c'est un phénomène qui est plutôt pour les petites entreprises. Mais si l'on compare à la répartition des entreprises dans l'économie française, on est plutôt de 96-97% de toutes petites entreprises. Donc, en fait, on a plutôt une surreprésentation des grosses PME, des ETI, des grandes entreprises dans cet écosystème. Donc voilà. Donc premier message, c'est que c'est déjà un mouvement qui existe, qui s'installe, dont la dynamique se poursuit d'une année à l'autre et qui est vraiment ancré au sein de toute l'économie française. Donc ensuite, moi, je voulais faire un petit point quand même sur plutôt l'état d'esprit. De quoi on parle finalement quand on est entreprise à mission? Le cœur, vous l'avez bien compris, c'est de définir sa mission. Donc là, je ferai un petit lien avec ce que disait Marc sur la différence avec la CSRD. En fait, l'entreprise à mission, on est vraiment sur le pourquoi. Quel est le projet de l'entreprise, sa stratégie, sa mission, son why entre guillemets. Alors que la CSRD vient mesurer plutôt le comment on travaille, comment on diminue des risques et on évite d'avoir des impacts négatifs, etc. Donc là, c'est vraiment là qui est le sens de la différence entre les deux dimensions. Alors concrètement, la mission, donc là, je vous ai mis la définition apportée par Blanche Ségrestin, qui est une des chercheuses qui était à l'origine du concept d'entreprise à mission, parce que
vous rappelle que c'est un concept qui est né à la fois d'une réflexion de chercheurs, mais également d'initiatives portées par des dirigeants. Donc, c'est vraiment à la croisée de ces deux énergies-là qu'est émergée la loi. Donc, la mission, en fait, ça désigne à la fois pour une entreprise ce qu'elle s'engage à préserver, donc quel est l'ADN, quelle est l'histoire, la spécificité de l'entreprise qu'elle veut préserver et mettre dans ses statuts clairement, mais aussi ce qu'elle se promet de transformer ou d'explorer. Donc là, en fait, on passe de la protection quelque part du passé, de ce qui fait la spécificité de l'entreprise, au projet, à ce que finalement l'entreprise se propose de résoudre ou de craquer, et qui est évidemment spécifique à son secteur d'activité, à son histoire, mais voire aussi au territoire dans lequel elle se place. Et donc, on voit bien que, en fait, la mission crée une tension positive et crée un projet, une dynamique que l'entreprise se propose en fait de suivre. Donc, il y a 3 moments clés qui sont vraiment fondamentaux dans ce projet, en fait, dans cette démarche, ce chemin d'entreprise à mission. Le premier, c'est évidemment l'étape de définition de la mission, qui est logiquement un processus collaboratif. C'est pas quelque chose qui est défini dans un COMEX en 2 heures sur un coin de table. C'est vraiment une dynamique qui doit impliquer toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, etc. Pour que ce soit vraiment une mission, donc une raison d'être, mais aussi des objectifs qui parlent en fait à toutes les parties prenantes. Le deuxième temps hyper important, c'est le vote de la mission en assemblée générale. Donc là, en fait, ce sont les actionnaires qui délibérément choisissent collectivement de changer de focale, changer d'objectif, donc plus uniquement suivre des objectifs purement financiers, mais avoir des objectifs qui ont le même poids que les objectifs financiers. Et ça, c'est vraiment une sorte de rite de passage, finalement, qui est absolument fondamental dans le chemin de la mission et qui permet d'aligner tout le monde sur ce projet. Et comme l'a dit Marc tout à l'heure, un des moments clés, c'est aussi cet audit externe qui est fait par un tiers et qui valide le fait que la promesse de l'entreprise, elle est bien caractérisée. Et ça, c'est l'arme anti-greenwashing. C'est-à-dire que l'entreprise, même si elle est très sincère, elle a défini une super mission, elle a des objectifs, elle met en place un certain nombre de projets pour décliner sa mission, eh bien, c'est toujours mieux s'il y a un tiers qui valide le fait que oui, c'est bien réel et bien concret. Et donc, en fait, l'entreprise à mission, elle a cette preuve, finalement, par un tiers externe qu'elle est bien sur son chemin et que ce qu'elle raconte, c'est validé, c'est vérifié, c'est audité. Alors, concrètement, ensuite, alors, je vais appuyer sur... Il est vraiment tout petit, ce petit logo, voilà. L'état d'esprit de la mission, ce qui est très important, c'est que c'est un modèle qui allie à la fois la liberté d'entreprendre, mais aussi la responsabilité. C'est vraiment un modèle qui a été poussé par des dirigeants et ça se sent. C'est évidemment un modèle volontaire, donc on n'est pas sur une norme, on est sur un chemin que les entreprises choisissent de prendre. Et donc tout est libre dans le modèle. La liberté de choisir sa raison d'être, ses objectifs, liberté de choisir son niveau d'ambition et le tempo aussi auquel on souhaite y arriver. On a la liberté dans l'évolution du modèle d'affaires de son entreprise, dans la transformation envisagée. Donc, c'est l'entreprise elle-même qui définit son projet. La liberté dans la constitution du comité de mission, donc mis à part le fait qu'il faut absolument avoir juste un salarié, c'est la seule contrainte qui est dans la loi. Et votre comité de mission, vous le composez comme vous le voulez, avec des internes, des externes, des experts. Et c'est ce comité qui est à votre main et qui va vous aider dans l'exécution de votre mission. Et vous avez aussi la liberté dans le choix de votre auditeur. Donc en fait, quand on regarde tous les tenants, les aboutissants de cette mission, c'est vraiment à la main de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Est-ce que ça change concrètement de passer entreprise à mission? Il y a plusieurs dimensions. Une qui est absolument fondamentale, c'est le passage du court terme au long terme. Une entreprise à mission, elle s'inscrit sur le temps long. Elle a des objectifs à 3, 5, 10 ans. Elle s'inscrit sur une promesse d'apporter quelque chose à la société, à préserver son identité. Et donc, elle n'est plus uniquement sur des tableaux de bord, de reporting au trimestre, etc. Il y a d'autres objectifs qui construisent la trajectoire de l'entreprise. Et ça, c'est absolument fondamental. Le deuxième point aussi, c'est qu'évidemment, quand on est entreprise à mission, on fait un peu son coming out, entre guillemets,
On va vers plus de transparence, d'ouverture, puisque on affiche clairement sa mission, ses objectifs, on publie ses résultats, on est audité. L'avis de l'audit est publié sur le site internet. Donc il y a aussi cette dynamique un peu voilà, on ouvre un peu le capot et on est clair. Et aussi on est clair sur les progrès qu'on doit encore faire. C'est ça qui est aussi intéressant dans l'entreprise. Voilà, c'est le point 4, c'est on assume de pas aujourd'hui être parfait. On dit là où on veut être, on est en chemin, on y va, et voilà, c'est une dynamique. Comme je disais tout à l'heure, le profit existe encore, hein. L'idée, c'est que les entreprises ne deviennent pas des ONG ou des associations, ça reste des entreprises commerciales, mais qui poursuivent au même niveau d'autres objectifs. Et aussi un point hyper important, c'est que souvent dans la stratégie des entreprises, il y avait plutôt une dynamique solitaire. La stratégie de l'entreprise, elle doit se développer, vendre ses produits, ses services, etc. Dans les missions, ce que l'on voit émerger de plus en plus, ce sont des trajectoires collectives avec des acteurs locaux, son écosystème, travailler en coalition. Et donc, en fait, la mission devient beaucoup plus sociétale aussi au sens où l'entreprise, elle n'est plus toute seule uniquement dans sa dynamique, dans son projet. Alors, les bénéfices, c'est toujours ce que les gens nous demandent, pourquoi je deviendrais entreprise à mission. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les bénéfices ne sont pas immédiats. C'est un projet qui prend plusieurs mois, hein, déjà définir sa mission, changer ses statuts. Voilà, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc les bénéfices qui sont réels ne sont pas, c'est pas magique, hein, ça n'arrive pas au bout de 2 semaines. Mais au bout de plusieurs mois, et en fonction encore de la mission, des contextes, d'où part l'entreprise, il y a ces éléments-là que je vous ai listés et qui sont plutôt vécus par l'ensemble des entreprises à mission. Donc le premier point, c'est l'alignement de la gouvernance. Une fois que votre mission elle est votée en assemblée générale, il n'y a plus de débat. On sait quel est le projet, on sait quels sont les objectifs et on peut plus, entre guillemets, remettre en question telle ou telle décision parce que si elle nourrit la mission, eh bien en fait, voilà, c'est très clair, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Donc on a donc une clarté dans dans les engagements, il n'y a pas de remise en question. Un point qui est évidemment très important et qui quelque part rejoint les aspirations que l'on sent dans la société, hein, c'est que une entreprise qui se dote d'une mission qui est plus sociétale, qui poursuit des objectifs environnementaux, sociaux, elle est plus attirante, ça c'est clair. Auprès des talents, les entreprises, nos membres, hein, nous disent que depuis qu'elles sont devenues entreprises à mission, elles reçoivent plus spontanément des CV, mais aussi des clients qui viennent chercher une entreprise qui a un ancrage local, une vocation différente. Et puis maintenant aussi des financeurs qui ont besoin d'avoir dans leur portefeuille des entreprises engagées. Donc il y a une forme de cycle vertueux en termes d'attractivité qui s'enclenche. Les collaborateurs qui étaient précédemment dans l'entreprise aussi, c'est vraiment quelque chose de très important sur le fait de les garder motivés. Mais évidemment, il faut pour ça que la mission les concerne. Il faut que la mission, évidemment, concerne l'ensemble des business units et qu'ils se sentent reliés en fait à ces objectifs et contributeurs de la mission. Le fait aussi d'avoir une singularité, de dire clairement qui on est, quel but on poursuit, éventuellement les sujets qu'on arrête de faire, éventuellement, eh bien ça donne une couleur à son entreprise, ça donne un positionnement sur le marché qui peut être différent et qui du coup devient plus attirant. L'entreprise à mission, comme je le disais, elle est plus sur le long terme et du coup ça laisse aussi poindre l'innovation. C'est-à-dire que si on est trop sur le court terme, eh bien on va regarder que des projets qui tout de suite rapportent. Si on se place sur le temps long, ça laisse plus de place à l'innovation et du coup derrière à un positionnement sur le marché qui peut être plus intéressant, plus innovant que ses concurrents. Enfin, le dernier point, mais qui est aussi vrai, c'est vrai sur la CSRD, c'est que se positionner sur le temps long, regarder comment on se positionne et quels sont les sujets que l'on veut aussi craquer dans son secteur d'activité, cela permet d'anticiper les risques. On a une maturité finalement par rapport à ce qui se passe, à son écosystème, aux changements qui se passent dans le monde, qui est supérieure, et donc ça apporte une forme de robustesse.
Alors, plus prosaïquement sur la communauté des entreprises à mission, donc que je représente aujourd'hui, c'est l'association de référence sur le sujet en France, qui a été créée juste avant la promulgation de la loi Pacte et qui a été créée donc par les chercheurs, mais aussi des dirigeants très convaincus par le modèle et qui ont vraiment chevillé au corps le fait que ils sont persuadés que les entreprises ont vraiment un rôle essentiel pour relever les défis du 21e siècle. C'est ça vraiment qui est le lien de tous ces acteurs. Aujourd'hui, on mobilise tous les acteurs qui visent à expérimenter ce modèle, à le promouvoir, à le déployer. Nous sommes nous-mêmes association à mission. On a un comité de mission qui regarde qu'on est bien en ligne avec notre propre trajectoire. On poursuit un plaidoyer en France et en Europe sur le développement de la société à mission. On travaille notamment avec les Italiens qui ont un modèle équivalent pour prôner en fait ce modèle plus largement en Europe. Et nous travaillons principalement sur trois niveaux. Alors, je vais changer directement de slide. Le partage entre pairs. Donc, nous créons des moments d'échange entre entreprises à mission, mais aussi entreprises qui sont en chemin vers la mission pour partager leurs bonnes pratiques, les belles histoires, aussi par secteur d'activité ou par taille d'entreprise. Donc, vraiment se creuser en fait d'échanges, à la fois en visio, mais aussi à Paris ou en région, parce que nous avons une soixantaine d'ambassadeurs qui représentent la communauté dans tous les territoires et qui créent aussi d'autres moments d'échange. Nous, le deuxième pilier, c'est tout ce qui est l'enrichissement du modèle. Donc, on a décrit un certain nombre de méthodologies développées, plein de supports qui permettent, et qu'on met à disposition du plus grand nombre, qui permettent à toutes les entreprises qui sont intéressées par le modèle de s'approprier les différentes notions et de trouver plein de réponses. Et donc, dans ce cadre-là, il y a également donc, cet observatoire dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, le troisième pilier, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est faire connaître le modèle, l'enrichir. On a notamment fait un congrès l'année dernière autour des entreprises à mission qui montrait concrètement ce que ça changeait pour les différents dirigeants. Donc voilà, donc la communauté, clairement, sont des webinaires, des formations. On a des outils comme la fresque de la société à mission qui peut être organisée pour expliciter clairement le modèle au sein des différentes entreprises. Voilà, et donc on est l'interlocuteur privilégié en fait de l'État sur la question des sociétés à mission. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup Valérie, c'était très clair, très précis. N'hésitez pas, pas toujours pareil, à commencer à poser vos questions dans le chat ou en tout cas à noter vos questions pour la partie questions-réponses. Même moi j'en ai, donc voilà, merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à Florence Bétinger qui va nous faire un retour d'expérience, qui va nous expliquer comment chez Gobi, qu'est-ce que ça a engendré chez Gobi d'être une entreprise à mission. Florence, c'est à vous. Alors, ça y est, j'ai la main sur les slides. Eh ben pas encore. Je vais, parce que ça n'a pas l'air de marcher de toute façon, mais je me fais quand même. Hop là, voilà. Est-ce que on va tenter? Ah bah voilà, si ça a l'air d'être bon. Donc là, si vous... Ok, non, je vois Ouais. rien. Ah si, si, mais par contre là, vous êtes parti trop vite. Vous Ok. êtes encore... Voilà, c'est bon là. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous partager un retour d'expérience très concret de chef d'entreprise devenue société à mission. Donc, je m'appelle Florence Bétinger. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Gobi il y a 15 ans maintenant, avec pour point de départ une mission environnementale en fait qui était comment on arrête la profusion de déchets et de plastique jetable dans les océans. En 2010, c'était déjà 10 millions de tonnes de plastique qui se déversaient dans les océans chaque année. À l'époque, j'étais consultante. Je me suis assez vite spécialisée sur les sujets RSE et je constatais chaque jour en allant chez mes clients et au bureau qu'on utilisait des bouteilles, des gobelets, des emballages pour le déjeuner. Je me suis dit que c'était intéressant de commencer par ça, d'interroger ces pratiques et d'essayer de mobiliser un maximum
d'employeurs, d'entreprises pour les convaincre d'équiper leurs collaborateurs. Et on a commencé par un objet très symbolique qui était la gourde. Et je pense qu'on a été, Kobe, les premiers à mettre à peu près 2 millions de Français à la gourde, qui était une pratique qui n'existait pas dans nos quotidiens, qui est aujourd'hui largement diffusée. Alors, comment je... Ah, Bravo. Ah, je vais trop vite, hein. ouais. Faut être patient, en fait. C'est comme, Ah, c'est un de mes défauts. non, mais comme en fait, vous prenez le pouvoir sur mon ordi, le temps que ça arrive jusqu'à mon Je ordi. veux bien qu'on recule d'une slide Ouais, alors. je vais le faire. Hop là. C'est bon? Voilà, donc pour reprendre un peu l'histoire de Gobi, donc je vous l'ai dit, créé en 2010, avec cette idée dès le départ de remplacer le jetable par du réutilisable et de le faire avec de l'éco-conception, donc de mesurer l'impact environnemental des solutions qu'on allait proposer à la place du jetable pour s'assurer qu'il y avait un gain environnemental très solide. On a été accompagné par l'ADEME pour travailler là-dessus. On s'est tout de suite engagé à fabriquer en France. On a très vite fait travailler des ESAT pour apporter une dimension d'emploi solidaire. Enfin, voilà, on a tout de suite eu un modèle en fait qui était assez nativement responsable. Depuis, on a quelques éléments de bilan, mais on a 3 millions d'utilisateurs quotidiens, plus de 20 000 entreprises clientes. On a mesuré à peu près 20 000 tonnes de déchets évités, à peu près 50 000 tonnes de CO2 qui ne sont pas partis dans l'atmosphère du fait de ce remplacement du jetable par du réutilisable. Et si on agrège les emplois directement créés et indirectement créés en France, on est à peu près sur 50 emplois. Et je le dis souvent, mais dans l'importance de fabriquer en France, on sait que c'est à peu près 10 fois plus d'emplois créés quand on décide de fabriquer, donc d'être dans une dimension industrielle en France, 10 fois plus d'emplois créés directs et indirects parce que travailler avec des industries françaises, c'est de l'aménagement du territoire, c'est le dynamisme de nos territoires, c'est s'assurer qu'il y ait des commerçants qui restent autour des usines, des services publics, etc. Voilà, là vous voyez un peu, j'ai mis un visuel pour ceux qui ne connaîtraient pas Gobi. Vous avez été nombreux sûrement dans vos entreprises ces dernières années à avoir eu le produit, le premier qu'on a fait, qui était le Gobi original avec cette petite carte au milieu. Depuis, on a sorti d'autres produits qui sont tous autour du zéro déchet, mais aussi tout un accompagnement en fait en communication pour sensibiliser à la fois à l'ensemble des éco-gestes, mais aussi donner à chacun sur son lieu de travail des idées un peu d'ordre de grandeur des enjeux de la transition environnementale. Alors, tac. Pour en arriver au sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc on avait, nous, nativement, tous ces engagements. On a très vite été agréé ESUS, donc ça, ce qui veut dire qu'on appartient à l'économie sociale et solidaire. On a été parmi les premières entreprises qui avaient été labellisées B Corp quand ce label est sorti. Puis on a été aussi assez vite adhérent du 1% pour la planète. Et en fait, aucun de ces différents écosystèmes d'appartenance ne venait vraiment inscrire tout cet engagement qu'on avait dès le départ dans les statuts de l'entreprise, ce qui nous paraissait essentiel. Et donc, quand la société à mission, ce statut est apparu, ça a été évident pour nous que c'était le chemin qu'on voulait faire prendre à l'entreprise, notamment parce qu'on s'est dit, si un jour on est racheté, si on passe la main, ça permettra finalement de protéger cette philosophie et cette mission qu'on s'est toujours fixée et donc de l'inscrire dans les statuts, ça nous permettait, nous, de la protéger et ensuite d'y mettre des engagements, de rendre ça aussi opposable et d'écrire le chemin finalement d'évolution, de développement de l'entreprise, ces valeurs dans nos statuts. Donc voilà, le grand pourquoi pour nous, c'était d'abord celui-là. Combien de temps ça nous a pris? Ça nous a pris plus d'un an de travailler sur cette transformation, alors qu'on n'était pas, nous, on partait pas en fait d'une entreprise très classique qui avait besoin de devenir une entreprise plus tournée vers la mission, mais pour autant, pour bien faire les choses, et c'est là aussi où je pense que ça apporte beaucoup de valeur.
Euh, dans toute la partie processus, ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est toute la démarche de discussion avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc nous, on a interrogé d'abord tous nos clients. Donc on a eu à peu près 70 retours de clients sur notre questionnaire. On est aussi allé interroger toute notre équipe. Et puis, on est allé chercher aussi à l'extérieur des parties prenantes externes, donc des gens qu'on jugeait être des observateurs ou des experts de nos sujets pour savoir comment ils nous évaluaient en fait, quels étaient selon eux les enjeux qui étaient sur lesquels on était attendus, sur lesquels ils nous jugeaient déjà bons, sur lesquels ils attendaient plus de notre part. Et à chaque fois, on a eu comme ça une notation, donc ça nous a permis de nous situer, de voir ce qui étaient les éléments prioritaires. Et puis ensuite, ça a été ça d'une richesse infinie. Chacun a pu nous mettre des commentaires libres sur ce qu'ils percevaient de nous, sur ce qu'ils attendaient en plus, sur ce qui les interrogeait, sur ce qu'ils nous proposaient, et ils ont été très prolixes. Donc ça a été un moment hyper riche, même pour enrichir, nous, la stratégie de l'entreprise et se rendre compte de notre réputation, de ce qui était bien perçu, bien compris et ce qui l'était moins. Donc ça, je recommande aussi de bien prendre le temps de faire ça parce que c'est un cadeau extrêmement qualitatif que font toutes ces personnes au moment où on les interroge. Donc, il a fallu tout le temps de digérer tout ça. Et après, je trouve que, il y a un moment qui est pas simple aussi, c'est le moment de la formulation de la mission. Pourtant, depuis le début, on sait bien ce qu'on fait et pourquoi, mais pour autant, de trouver les mots et de bien les articuler, c'est pas si simple. Et j'entendais Valérie tout à l'heure dire, et je suis d'accord, il faut que la mission soit bien spécifique. Et j'ai entendu des gens se faire retoquer en ayant des missions trop génériques de apporter du bien au monde ou des choses comme ça. Mais à la fois, c'est vrai que, et peut-être que c'est parce qu'on est les premières entreprises aussi à s'y frotter, mais je pense que en étant très spécifique, ça peut être un peu enfermant, et en étant trop générique, eh ben, effectivement, ça apporte pas assez de clarté pas assez de boussole en fait. Mais voilà, je trouve qu'il y a un entre-deux à trouver qui est pas encore très simple. Donc nous, ça nous a pris pas mal de temps, et on a attendu aussi de pouvoir constituer le comité de mission pour avoir leur retour sur nos premières idées de formulation. Et on a aussi décidé avant pareil, de changer nos statuts, etc., de valider ça, de voir comment c'était compris par l'équipe à différents niveaux en fait. La partie plus, les cadres qu'on appelle codev chez nous, on les a fait vraiment réagir sur plusieurs propositions de formulation. Et c'est à l'issue de toutes ces discussions et toutes ces confrontations qu'on a abouti à une formulation finale. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça prend pas mal de temps. Euh, donc, tac, 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 là, c'était pourquoi ça a duré un an. N'hésitez pas après à me poser des questions, hein, je vous fais un retour d'expérience très concret. L'intérêt qu'on y trouve après avoir fait cet exercice, je crois que j'ai déjà beaucoup dit tout ce que ça a apporté en amont au moment de l'audit, de discussion avec les parties prenantes externes. Mais effectivement, je trouve que ce qui est le plus important, c'est que ça donne une boussole de long terme. Donc un alignement très clair pour moi, surtout entre la stratégie annuelle et la vision de long terme. C'est-à-dire que nous, chaque année, quand on fait l'exercice de se dire, OK, c'est quoi notre stratégie cette année? C'est quoi les objectifs? On fonctionne avec une méthodologie qui s'appelle OKR, Objectif Key Results. Et chaque personne dans l'équipe, chaque chef d'équipe doit définir ses objectifs et ses résultats clés attendus. Et l'exercice à chaque fois, c'est qu'il faut les inscrire dans un des piliers d'engagement qui sous-tendent notre mission. Donc, en quoi ce nouveau produit que je vais développer, cette nouvelle façon d'approcher les clients, c'est ce nouveau cercle auquel je vais appartenir, etc. Tout ça, ou ce nouveau matériau qu'on va aller chercher, en quoi ça vient nourrir un des piliers d'engagement de la mission. Et je pense que ça, pour nous, ça a été le plus important. C'est-à-dire que je l'ai dessiné comme une maison. Le toit, c'est la mission.
Ensuite, j'ai 4 piliers qui sont les engagements. Et ensuite, donc, notre stratégie annuelle, elle vient nourrir tout ça. Et l'exercice qu'on a adoré faire, c'est quand on est devenu société à mission, on a réuni vraiment toute l'équipe, jusqu'au plus junior alternant qui était là, et on leur a demandé de se lever et de venir raconter dans chaque action, chacune de leurs occupations quotidiennes, comment ça venait répondre à un des piliers de l'engagement. Et ça, pour moi, c'était chouette parce que juste leur présenter la formulation de la mission, c'est hyper théorique. Donc, on a fait des choses un peu gamifiées comme ça, mais pour qu'ils se sentent investis de cette mission. On leur a demandé de trouver des exemples d'entreprises qui étaient à l'inverse de la nôtre, ou des idées qui marcheraient parfaitement, ou d'autres qui étaient parfaitement à l'opposé. Donc, ça, c'est un moment que j'ai trouvé ultra important en interne d'appropriation. euh, sur ça, parce que sinon, ça peut rester quand même assez distant et théorique pour une partie des équipes. Eh ben, merci beaucoup. Ah non, j'ai cru que c'était fini, mais non, pardon, Florence. Non, bah ouais, je pense que c'est ça le plus important. Je voulais vous dire aussi que le comité de mission pour une petite structure comme nous, à la fois, bon, c'est des gens, ils nous challengent sur la mission, mais ils nous challengent presque plus, nous, comme un advisory board pour nous dire, OK, l'impact, c'est important, etc. Mais comment vous êtes sûr que ça marche bien avec le business, la rentabilité, la robustesse? Donc, je trouve que ça sert aussi à ça, à se doter de gens extrêmement bienveillants, mais extérieurs à l'entreprise, et qui viennent bah, nous apporter aussi un autre regard que nous qui sommes tout le temps à l'intérieur. Donc, ça, hyper important. Et je peux pas encore vous faire de retour sur la partie audit, puisque nous, on arrive donc là à nos 2 ans. On va bientôt arriver à la date anniversaire de 2 ans. Donc, on va bientôt passer l'audit. Mais je pense que le fait d'avoir aligné la mission, les engagements et nos OKR, nos objectifs annuels, va simplifier ce processus pour vérifier que tout ce qu'on met en œuvre est bien conforme à la mission qu'on s'est fixée, quoi. Ok, ben, merci beaucoup. J'ai plein de questions, mais je vais attendre. Je vais me discipliner, attendre le moment d'échange, mais j'ai une question à vous poser juste après. Merci beaucoup, Florence. C'était très fort intéressant aussi. Et ben, on va maintenant avoir le retour d'expérience de Natacha. Est-ce que Natacha, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, très bien. Ouais. Bonjour, Ok. Natacha. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, ben, déjà merci pour toutes les interventions qui sont très intéressantes. J'avais un peu moins, autant la société à mission, j'étais très au fait, mais la CSRD, c'est encore quelque chose enfin, qui fait l'objet de réflexion chez moi. Donc c'est très bien que vous abordez le sujet. Donc du coup, effectivement, au même titre que Florence Baltanière, je viens témoigner de l'expérience de Tani. Donc c'est une société que j'ai fondée en 2021, donc il y a presque 4 ans maintenant. Donc elle est toute jeune. Voilà. Donc Tani, juste pour votre information, et ça va vous donner une idée de ce qu'on fait après, veut dire terre en malgache. Et donc l'idée pour nous, c'est de d'œuvrer pour justement préserver notre environnement et notre terre. Voilà. Donc du coup, c'est moi qui ai la main, c'est ça? Il y a quelque Les chose. deux sont possibles, mais je vais vous faire. Hop D'accord. là, voilà. Ça Voilà, y ce est. sera plus simple. Alors, je suis désolée, j'ai envoyé la slide un peu tardivement, donc il y a peut-être des infos qui manquent, mais l'essentiel est là. Donc voilà, comme je disais, Tani, on a une activité autour de la préservation de l'environnement. Donc on a un bureau d'études, hein, on fait du conseil et de l'ingénierie autour de la gestion des déchets. Donc on fait essentiellement des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de collectivités, mais aussi d'acteurs privés et des ONG. Et cela en France, hexagonale, en Outre-mer, sur lequel on a une vraie valeur ajoutée, et sur les territoires d'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et donc, du coup, nous réalisons des études stratégiques de gestion des déchets, des études de faisabilité pour justement aider faire de l'aide à la décision pour aller plus loin, pour mettre en place des systèmes de collecte, des systèmes de tri, construire des installations qui vont permettre de valoriser, recycler les déchets.
et aussi accompagner tout au long du projet, c'est-à-dire mettre la mise en œuvre, suivre les travaux, identifier des fournisseurs, des prestataires pour réaliser les travaux et aussi suivre la vie des structures existantes, c'est-à-dire leur performance et suivi de contrat. Et nous travaillons essentiellement autour des déchets ménagers, ce qui est très complet déjà, parce que dans le déchet ménager, vous avez l'ordure ménagère résiduelle, tout ce que vous avez à la maison. Donc le bac gris, le bac jaune, le bac marron, bientôt pour certains qui l'ont pas, donc les biodéchets. Ce qu'on dépose aussi à la déchetterie, donc les D3E, les ferrailles, les pneus. Aujourd'hui, on commence à travailler sur les matériaux du bâtiment, etc. Enfin voilà, tout ça. Il y a juste les déchets médicaux qui sont assez particuliers, puisqu'en fait, j'ai une petite spécialité là-dedans pour pouvoir accompagner les services hospitaliers dans la gestion des déchets de leurs établissements. Et donc, du coup, voilà, nous, on est une équipe de 4 personnes. Donc, on est 3 ingénieurs et une assistante administrative et communication. Et en fait, voilà, on est enfin, Tani est une entreprise jeune, mais très, très engagée. Donc, vous voyez, on est déjà labellisé IRSE. On est déjà, voilà, membre de la communauté Coq Vert, membre des entreprises engagées du Val-de-Marne et aussi société à mission depuis presque le démarrage de la société. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais dire, je me suis lancée dans la démarche parce qu'en fait, c'est une démarche que j'ai réfléchie dès la création de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc du coup, en fait, pourquoi avoir lancé cette démarche? En fait, je crois qu'en réalité, le fait de créer une société à mission, c'était le fondement enfin, c'est vraiment lié à ma volonté de créer ma structure. Et au fait, effectivement, c'est un peu comme disait Florence dans son allocution où elle disait, ben en fait, elle voulait donner du sens à son activité, etc. Ou recentrer sur quelle était la mission principale. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de créer mon entreprise. C'est-à-dire que ce travail que je fais aujourd'hui, j'aurais pu très bien le faire dans d'autres structures, mais je voulais vraiment que ça soit en lien avec mes valeurs et que comment dire, le fondement de l'entreprise soit vraiment engagé sur le plan sociétal et environnemental, et que dans le cas où en fait cette entreprise perdure après ma présence, et c'est ce que je souhaite, en fait que ce sujet-là, en tout cas la raison d'être, soit vraiment vienne là comme le pilier fondement de l'entreprise qui sera maintenu tout au long de la vie de l'entreprise. Donc c'était vraiment, en fait, dès lors que j'ai créé l'entreprise, c'est quelque chose qui a été vraiment ancré et c'est la raison même de la création de mon entreprise. Donc du coup, le processus chez Tani a été très rapide, contrairement aux entreprises qui existent depuis 10, 15 ans, où il y a toute une réflexion plus longue, parce que quelque part, je peux comprendre aussi, parce qu'en fait, quand on a créé une structure depuis longtemps, il faut prendre le temps de se poser pour un petit peu défaire ou resituer ce qu'on fait et regarder dans le futur autrement. Moi, en fait, dès le départ, j'ai regardé l'avenir de Tani au travers de son engagement sociétal et environnemental. Et donc, du coup, la définition des objectifs s'est fait quasiment à la création, mais en réalité, on les a vraiment décrites comme il le faut dans le statut un an après. Donc, à l'époque, on n'était que 2 employés. Donc, du coup, le comité était assez restreint. Mais moi, étant donné mon parcours, j'avais un parcours aussi où j'avais travaillé sur tout ce qui est mise en place de systèmes de management environnemental, etc. Donc, je m'étais beaucoup sourcée sur ce sujet-là. J'avais aussi choisi une comptable qui était une société à mission qui m'avait un petit peu aidé sur le sujet. Et donc, du coup, ça nous a permis de définir des objectifs et des indicateurs pour pouvoir mettre en place. Alors, il y a une petite faute, c'est pas action, mais les actions. Et donc, du coup, pour pouvoir vraiment engager la démarche de façon opérationnelle. Alors, les bénéfices de cette démarche-là, principalement, en fait, ça permet d'acter
aux yeux de tous qu'on a cette démarche-là. Parce que tant qu'on le fait pas, on va dire oui, on peut avoir d'autres labels, etc. Mais le fait d'être société à mission, je sais que quand je le précise, vraiment, c'est comme un porté à connaissance vis-à-vis de mes interlocuteurs. Et ça les surprend aussi parce qu'effectivement, l'entreprise est très jeune, c'est une TPE. Donc on me dit, mais c'est lourd, pourquoi tu as fait ça? Je dis, mais parce que je voulais que ça soit ancré dès le départ et je veux pas qu'on se pose de questions pourquoi on est là. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, le fait d'avoir une démarche de CCT à mission, ça nous a, en tout cas, ça favorise les partenariats. Euh, il y a des entreprises à qui je travaille qui sont aussi sociétés à mission, mais qui sont heureux de trouver une entreprise comme nous pour pouvoir collaborer parce que du coup, ils se sentent plus à l'aise, notamment en termes de éthique, au niveau partage des valeurs. Aussi, moi, j'ai plein de clients qui sont venus me voir parce que nous étions sociétés à mission, qui nous ont choisis à cause de ça, enfin, grâce à ça plutôt. Euh, Notamment, en fait, comme je vous disais, nous, on travaille beaucoup auprès de porteurs de projets qui veulent développer des solutions de gestion et valorisation des déchets. Souvent, ce sont des associations, des ONG, et donc pour eux, c'est vraiment important de faire appel à des professionnels qui partagent leurs valeurs et qui ont une démarche aussi ancrée au niveau sociétal et environnemental que eux. Voilà, moi je pense qu'il y a au moins la moitié de nos clients, voire 60% qui nous choisissent parce que nous sommes une société à mission. Enfin, c'est plus que je pense, hein, c'est une réalité. Aussi, effectivement, comme disait Monsieur Dufaux, en fait, aujourd'hui, le secteur dans lequel je me trouve, et ça, je l'ai partagé avec d'autres partenaires, d'autres entreprises similaires, c'est pas évident de recruter, c'est très concurrentiel, etc. Et aujourd'hui, les personnes qui rejoignent mon équipe, qui veulent vraiment entrer enfin, dans l'entreprise et participer à notre activité, sont attirés aussi par le fait que nous soyons une société à mission, c'est-à-dire que ils choisissent non pas forcément le salaire ou le poste, mais bien que ça soit voilà, un des arguments, mais ils choisissent aussi le projet qu'on leur propose au travers de notre engagement. Donc voilà, enfin il y a vraiment ça crée, enfin on est vraiment dans une dynamique qu'on a créée et chaque un collaborateur est aujourd'hui engagé et invité à s'impliquer pleinement dans notre démarche. Euh, Comme je vous disais, nous sommes 4, donc tout le monde fait partie du comité de mission, c'est simple. Du coup, c'est très participatif. Là, dernièrement, on en a eu un il y a 2 jours et on a eu des réflexions ensemble et d'ailleurs, on s'est dit, bah, tiens, il y a telle action, ce serait pas mal qu'on le mette en place. Donc, on essaye de faire vivre notre démarche. L'idée pour nous, c'est pas d'avoir juste, voilà, des objectifs, etc. Enfin, et je pense que, enfin, on n'hésite pas à faire évoluer nos objectifs pour que ça corresponde mieux. Effectivement, les premières années, c'est pas simple c'est un exercice. Je rejoins Florence, hein, c'est vraiment un exercice pas simple de définir clairement dès le départ. Bon, la raison d'être pour le coup, on est clair là-dedans, mais dès le départ, toutes ces actions, etc., ces objectifs, ce que je peux préconiser, c'est de se faire accompagner. Moi, je l'ai fait seule. Euh, c'est de se faire peut-être plus accompagner par des personnes pour aider à définir les objectifs et les actions de façon à ce qu'ils soient le plus smart possible et vraiment réaliste vis-à-vis des moyens que vous avez. Parce qu'en fait, on peut pas avoir, enfin, ça sert à rien de vouloir faire du chiffre ou d'avoir des objectifs à outrance. L'idée, c'est de vraiment que ce que vous faites au quotidien reflète réellement euh, cette raison d'être et ces objectifs que vous avez fixés. Donc voilà.
Bah, Je ne sais pas merci si après. beaucoup. Non, c'est parfait. En plus, là, on va arriver aux questions-réponses. Donc, moi, j'ai quelques questions pour ceux qui ne sont pas au courant. J'ai travaillé pendant 15 ans à mettre en place des systèmes de management au sein d'un gros bureau d'études, d'une grosse ETI en environnement. Et moi, dans les choses, dans ce que vous avez dit, tous, d'ailleurs, les quatre intervenants, il y a eu des choses qui m'ont interpellée et je me disais, est-ce que cette démarche volontaire, ça met un peu en avant que vous avez mis en place une forme de système de management du coup, alors là, c'est sur la mission, mais finalement, si vous avez un système qualité ou si vous avez un système environnement, n'importe quel système de management, ça reste un plan d'action avec des parties prenantes et un audit qui doit être fait tous les ans pour savoir comment on doit faire progresser nos actions. Euh, le, est-ce que c'est pas aussi que ça met en valeur un peu plus justement tout ce tout ce système de vertueux de management alors là du coup c'est je sais pas comment ce qu'on appelle vous avez comment on appelle ça mais ça aurait pu être RSE ou Mhm. Euh, ben, effectivement, pour ma part, c'est le cas, puisque au fait, moi, enfin, aujourd'hui, alors le label, on a été labellisé un an après notre déclaration de société à mission. Donc, notre label n'est pas un label national ou international. Donc, certains peuvent dire qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais par contre, effectivement, la qualité de société à mission, ça permet vraiment de mettre en valeur. Après, ça dépend, enfin, une démarche environnementale et sociétale. Après, ça dépend aussi des objectifs que vous avez mis en fait. Est-ce que les objectifs sont plus point de vue sociétal, dans l'accompagnement, ou est-ce que ça touche les deux? En fait, ça dépend. Euh, Après, enfin, très honnêtement, par exemple, se faire labelliser RSE et ISO 14001, c'est un peu plus lourd quand même que la démarche. Enfin, à mon sens, c'est un peu plus lourd que la démarche de société à mission. Donc je dirais que les deux démarches sont complémentaires et Moi, que je suis d'accord. ouais. Je pense qu'il y a la société à mission, c'est plus ça fixe le cap, Mm, presque de l'innovation de là où on a envie d'aller, ça entraîne toute l'équipe, alors que je trouve que des démarches comme Bicorp ou j'imagine mm, d'autres certifications, mm, ça permet de se poser toutes les questions, donc ça permet d'en oublier aucune et potentiellement même d'aller regarder des choses qui paraissent moins prioritaires au regard de la mission et de l'activité de l'entreprise. Euh, du coup, voilà, pour moi, par exemple, Bicorp, ça permet de s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on essaie d'être à peu près bon partout et d'être dans une logique d'amélioration continue versus société à mission, c'est plus de se fixer ses propres prios et dans l'idée quand même dans son secteur d'être un acteur un peu à l'avant-garde et qui monte le chemin. Enfin, il y a une idée quand même aussi, je pense, de rayonner et d'ouvrir des voies, quoi. oui parce qu'une fois que vous êtes entreprise à mission que c'est validé donc il y a donc le comité auprès de l'association des entreprises à mission vous êtes dans l'annuaire des entreprises à mission. Ah, alors, je vais répondre, Sophie. Il y a Oui. deux choses complètement différentes. En fait, pour être publié sur l'Observatoire des sociétés à mission, donc comme officiellement entreprise à mission, il faut que ce soit dans vos statuts. Donc nous, on vérifie en fait que tout est bien nickel au niveau vraiment des statuts de l'entreprise. En fait, c'est un cycle d'être entreprise à mission. Donc vous avez cette première étape où vous êtes entre guillemets putativement entreprise à mission, vous l'avez déclaré. Et après, ça doit se vérifier par l'audit, mais et qui doit avoir lieu après tous les 2 ou 3 ans. Donc, c'est D'accord. en permanence. Voilà. D'accord. Oui, c'est bien parce on a vécu ça quand on a organisé l'événement. Il y a aussi des entreprises qui se déclarent être entreprises à mission alors que c'est pas le cas. Il faut faut bien vérifier dans l'annuaire des entreprises à mission, quoi. Exactement, exactement. Ok. Et alors là, on a une question de Cédric Ponon. Une démarche labellisante de RSE est-elle un préalable obligatoire à la SAM, Non, non, mm. pas du tout. la Pas société à du tout. mission? Non, non, mais non, non, pas du tout. Et comme disait Florence, les deux démarches sont tout à fait complémentaires. Effectivement, les labels, les normes RSE, ça permet d'être sûr de rien oublier comme dimension. Par exemple, je sais pas, l'égalité des salaires hommes-femmes, alors que vous avez une mission plutôt sur l'environnement, au moins vous savez que là, il y a quelqu'un qui va regarder ce sujet-là et que c'est pas oublié. La mission va mettre un accent sur vraiment des axes stratégiques forts, mais qui sont complémentaires. Mm, mm.
Moi, j'avais une autre question aussi, parce que je l'ai vécu aussi dans une autre vie antérieure. C'est vrai que ça donne envie, en fait, d'aller travailler dans une entreprise à mission. On se dit qu'il y a un management engagé, que il y aura un plus, il y aura une prise en considération d'un engagement sociétal. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Euh, est-ce que parfois, parce que parfois on a cette envie et en interne, au niveau des ressources humaines, entre l'ambition et cette envie du management et au final le quotidien n'est pas aussi facile. Est-ce que parfois il n'y a pas des gueules de bois, on va dire, pour les certains salariés qui arrivent en se disant j'y vais parce que c'est une entreprise à mission, puis finalement oups, il n'y a pas autant, l'interne n'est pas aussi beau que ce que j'avais imaginé, parce que souvent on fantasme aussi un petit peu les choses. Nous, quand on a mis en place ces ateliers au sein du PEX là, sur justement la mise en place des ressources humaines versus les engagements CSRD, VSG, etc. C'est vrai que on s'est rendu compte quand même, en tout cas dans les éco-activités, mais moi je pense que c'est vrai dans toutes les entreprises, il faut faire attention parce qu'on annonce des choses à nos futurs salariés. Il faut que les engagements soient tenus aussi en interne et il faut se remettre en cause régulièrement et se former pour justement s'adapter à ces engagements qu'on déclare et qui, derrière, les jeunes, ils nous attendent, quoi, hein. Ils sont au taquet, hein. Non, mais si je peux répondre, Sophie, oui, Ouais. effectivement, tout dépend du modèle de mission que vous avez identifié, parce que si vous avez une raison d'être hyper ambitieuse et puis que derrière vous avez des objectifs un peu plats ou qui sont voilà que sur une petite partie du business, effectivement, il y a plein de gens qui vont pas se sentir concernés. Donc c'est vraiment stratégique hein, de définir sa mission. Et effectivement, il faut la faire vivre. Donc il faut qu'il y ait toute une organisation, que il y ait les managers soit pilote ou toute une partie, enfin que ça vive et que ça se diffuse et que ça crante et que chaque salarié se sente concerné par tel ou tel modèle, par telle ou telle partie du modèle. Et il faut que l'entreprise communique en interne sur les progrès qui ont été faits, etc. Donc c'est une autre manière de piloter l'entreprise, c'est clair. Et Eh ben, du coup, si je peux me permettre, Valérie, sur ce sujet-là, on a un peu pointé finalement, il peut y avoir une notion de risque juridique dans le statut d'une société à mission. Là, je reviens sur ce que vous avez, enfin, ce qu'on a exprimé sur le fait que c'est une qualité qui peut être révocable. Donc, il peut y arriver des cas de figure où effectivement, il y a un risque juridique si on perd la qualité en question, et donc, j'imagine, peut en découler un risque, pourquoi pas réputationnel après. Mais je voulais plutôt vous entraîner sur ce qui vient d'être exprimé. Ça, pour moi, ça relève plutôt du risque en termes de management, en fait. C'est-à-dire Mm. qu'il peut, est-ce que vous connaissez, vous, des cas de figure où finalement, ben, la mission, la raison d'être, et par rapport à une stratégie peut-être plus globale de l'entreprise, est-ce qu'il arrive des cas de figure où la stratégie de l'entreprise ne contribue pas à la mission, voire même est-ce qu'il peut y avoir des oppositions? J'imagine que ça peut arriver, ça doit être extrêmement rare, mais il peut y avoir des tensions entre les intentions affichées dans le cadre de la mission de la société à mission et peut-être en fonction du temps disponible, de la maturité réelle de l'entreprise. Moi, j'ai tendance à comprendre que une société à mission, elle se fixe à la fois une finalité, mais aussi une trajectoire. C'est ce que vous avez dit, des process, le rôle du comité de mission qui est pas indépendant, mais qui est quand même une entité à part. On n'est pas au COMEX, on n'est pas au CODIR, etc. C'est vraiment un comité. Donc, il faut que la sauce prenne, mais je pense que ça, il faut le dire à l'ensemble des collaborateurs, sinon ils vont pas forcément comprendre ni la raison d'être, ni les objectifs, etc. Donc, pour moi, il y a peut-être un risque associé à l'engagement dans le cadre d'une société à mission qui peut éventuellement être avéré dès lors que la stratégie de la boîte et la façon dont on manage l'entreprise soit pas totalement raccord avec la mission de la société. Il y a des cas de figure qui existent là-dessus? Vous avez un retour Mais d'expérience? justement, le principe du modèle, c'est que la mission, ça devient la stratégie de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire on a des entreprises complètement. justement en fait, c'est aussi une maturation progressive. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui avaient une stratégie, on va dire, très business, qui deviennent entreprises à mission,
et qui apprennent, chemin faisant, à fonctionner justement avec ce comité de mission. Et une des bonnes pratiques, c'est que la direction, le DG ou l'exécutif, quelques administrateurs assistent au comité de mission, pas en tant que membre, mais en tant que, voilà, ils écoutent, ils répondent. Et donc, en Ok. fait, il y a vraiment cette porosité. C'est pas deux choses à part. Et en fait, souvent, lors du deuxième cycle, au bout de 2 ou 3 ans, ils refont, par exemple, leur plan stratégique et ils Mhm. mettent complètement au cœur de leur plan stratégique les objectifs de mission. Donc, en Bien fait, on sûr. développe le business qui contribue à la mission. Il n'y a pas deux mondes séparés. D'accord. D'accord. On a plein de Si, questions. si- Il y en a une qui a si l'air. je, Ah, pardon, si je Natacha. peux juste me permettre, en fait, moi, pour avoir enfin, travaillé sur justement les différentes thématiques, que ce soit ISO ou démarche RSE ou démarche société à mission, en fait, en réalité, le problème vient surtout si effectivement il y a, les choses restent statiques. C'est-à-dire on se rend compte que la situation dérive et qu'on ne fait rien. Par contre, on peut très bien être dans une situation où, dans les objectifs définis, le moment où on l'a défini, on n'avait pas une visibilité assez certaine de ce qu'on était capable de faire et de se rendre compte après coup on n'arrive pas à atteindre les objectifs parce que ils sont trop ambitieux ou bien parce qu'on finalement on n'a pas les moyens, etc. Mhm. Et en fait, c'est là où ben, il joue le rôle de comité de mission et de l'auditeur aussi d'être accompagnateur aussi, d'avoir un côté pas que pour taper, pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais aussi de pouvoir conseiller et en fait de pouvoir réajuster parce que en fait c'est ça aussi le fait d'avoir un vrai comité, c'est de faire vivre son système. S'il y a Mhm. des modifications parce que ben justement faut être plus réaliste, il faut et faire des choses vraiment qui sont en lien avec la raison d'être, on peut pas nous reprocher de recorriger le plan stratégique. Au contraire, c'est une grande maturité de se remettre en question et de dire, bon, ben là, on n'a pas défini comme il fallait, on corrige. Voilà. Enfin, C'est d'autant Bah, plus vrai dans le contexte actuel, je pense, où franchement, qui est capable de faire un plan et de vraiment le tenir à 2, 3 ans, vu les bouleversements permanents qu'on a. Donc, c'est aussi notre responsabilité de chef d'entreprise pour assurer la robustesse et la résilience, de savoir être sur un plan de progrès, de savoir l'adapter de manière réaliste, quoi. oui, de toute façon, c'est important de faire des revues de direction, enfin, des revues de comité au moins tous les ans pour savoir où est-ce qu'on en est, hein. C'est Et puis, une pareil évident. société à mission au tribunal de commerce, ça sert à rien, en fait. C'est clair. Alors, il y en a deux questions qui sont assez intéressantes. Alors, vous y avez un peu répondu. Est-ce que, enfin, il y en a une auxquelles vous avez à peu près répondu, mais si vous avez des exemples de décisions où l'entreprise s'est désengagée sur certaines thématiques pour être alignée avec sa mission. Est-ce Oui, que... j'ai un exemple, l'entreprise Easy Cash, qui est une Oui, entreprise qui est connu, hein. voilà, qui revend du matériel électronique, etc., et qui a arrêté de vendre des objets neufs à la caisse. Euh, Ah ouais, elle est en tête de gondole, là, les trucs où exactement. les bonbons pour les enfants pile à la taille, quoi. Ouais, d'accord. Parce que ça n'allait pas avec sa mission qui était de favoriser le recyclage, la circularité, etc. Donc il n'y avait pas de logique à vendre des objets neufs, même si ça leur apportait un peu de chiffre d'affaires. Voilà, Ah ouais, c'est ça. c'est un exemple. Et il y a une autre question que je trouve intéressante. Est-ce qu'il y a eu finalement, dans le cadre de leur mission, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont fait, qui ont carrément innové, qui se sont dit, ben, dans leur comité de mission, ils se sont tellement posé des questions ils ont créé quelque chose de plus. Peut-être que vous n'avez pas les infos, mais... Alors, le comité de mission n'est pas là pour innover, il est là pour dire si l'entreprise elle est en ligne avec sa mission et éventuellement voilà challenger, poser des questions, mais elle n'est pas là, c'est pas un gisement d'innovation. En revanche, je peux donner un exemple, une compagnie d'assurance qui était très orientée sur le social, a complètement revisité tous ses contrats pour qu'ils soient en langage compréhensible par tout un chacun et arrêter les tout petits trucs écrits en police 1 en bas de la page 47. Et donc à repenser complètement la manière de s'adresser à ses clients pour que ce soit explicite, clair, etc. Donc c'est une innovation qui n'est pas une innovation, c'est pas un nouveau produit, machin, c'est une innovation dans la manière d'expliciter ses produits. Ah ouais, c'est hyper Bah, intéressant. Et
Oh, Ouais, pardon. ce que j'ai trouvé chouette, c'est la manière dont, en interne, les gens se sont appropriés les objectifs, ont été force de proposition, chacun à son niveau. Mais ça peut être la personne qui se charge de la logistique, qui est allée sourcer un prestataire qui fait du carton recyclé ou un transporteur plus vert, ou la personne qui gère le produit, qui est tout le temps en veille pour trouver des nouveaux matériaux et pouvoir... Enfin voilà, c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que ça libère les énergies d'innovation. Ouais, tout à fait. Euh, Enfin, Et alors, pardon. nous, typiquement, enfin, alors je vais pas tout avouer, mais on est carrément en train de lancer une nouvelle activité en lien justement avec un des objectifs. Donc, Ah ben, bravo. voilà, Et c'est. c'est parce Alors, que Natacha, vous êtes à la pointe de tout. non, pas à la pointe de tout, mais en fait, bah, on est une entreprise jeune, donc on cherche à se développer, et puis finalement, au travers du développement, ça fait sens à un des objectifs, donc voilà, ça tombe bien et c'est cohérent. C'est cohérent. Et alors, ce que je voudrais quand même reprendre un tout petit peu la parole pour dire qu'il y a des messages d'Odile Brondy que je trouve très pertinents, parce qu'on est en fin de webinaire, parce qu'elle répond au fur et à mesure dans le chat. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui demande, mais moi, je suis entreprise individuelle, est-ce que je peux répondre être entreprise à mission? La réponse est oui. Et Odile dit aussi, surtout, vous avez n'importe quelle question, contactez-nous parce qu'on est là pour ça. Donc, communauté entreprise au pluriel à mission tout attaché.org. Vous avez une équipe qui répond à toutes vos questions et qui sera là pour vous aider ou vous guider. Et alors, il y a Florence, allez-y, hein, parlez. Vous êtes chez vous. J'allais dire, il y a Florence qui veut dire quelque chose, mais elle est là. Non, pardon, bah, ouais, non, je répondais. L'exemple de Mustela, il est effectivement super connu sur le Ouais. fait de renoncer aux lingettes. C'est vrai que nous, quand on a décidé d'équiper les collaborateurs d'entreprise avec des gourdes, on s'est assuré que, on avait un bénéfice environnemental dès 2-3 mois. Et il y a eu une grosse demande marché sur les gourdes isothermes double paroi en acier. On a fait une étude. On s'est rendu compte qu'il faudrait 7 ans pour que ça commence à être plus intéressant sur le plan environnemental que le jetable. Donc on s'est dit que c'était un scénario d'impact qui tenait pas la route et on s'est empêché un segment franchement de business qui est énorme, hein, qui a été bien pris depuis. Mais voilà, par exemple, quoi. C'est pas Ah toujours des bah, décisions qui vont dans le non, sens du... mais merci Florence, c'est parfait. Je vais vous demander 1 minute de pub PEX et après je vais vous donner le mot de la fin pour vous donner les dernières actus, les dernières opportunités. Donc nous, nos prochains événements, donc je vous l'ai dit, il y a le forum le 3 avril, vous êtes les bienvenus. La rencontre territoire Île-de-France le 5 juin. Si vous cherchez des fonds, on aura une rencontre Écotech Finance le 24 septembre au ministère de l'Économie. Attention, c'est pas à BPI cette année. On anime les Polytech Innovation Awards du 7 au 10 octobre à Lyon. Et donc, ces fameux ateliers RH spécifiques pour les écoactivités, c'est gratuit. Enfin, c'est payé par le PEX et l'Adriette. Donc, voilà, si vous posez des questions pour être entreprise à mission, mais il y a des choses à faire aussi en RH pour passer de l'ESG à la stratégie RH. Voilà. Et si vous êtes une éco-entreprise, si vous ne savez pas comment rejoindre le réseau PEX, rapprochez-vous de vos réseaux, référencez-vous dans l'annuaire. Et si, voilà, normalement, en théorie, il n'est pas censé y avoir de grands groupes et de territoires ce matin. Donc, on garde le contact. Merci beaucoup. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est, je vais arrêter le partage et donner un mot de la fin à chacun de nos intervenants. Donc, si vous avez quelque chose à dire, Florence, je vous donne la main. En un mot, une phrase, qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? Moi, je pense que les chefs d'entreprise sont plus que jamais les garants de la transition écologique et sociale, donc baissons pas les bras. Merci. Marc, si tu as un mot à dire pour finir. Oui, ben, je partage la réflexion de Florence avec un challenge et une pédagogie toujours au long cours. Il faut toujours faire de la pédagogie. Ça fait à peu près tous les uns les autres. Ça fait, quelles que soient nos positions, 20 ans, 25 ans qu'on essaye d'influencer, qu'on s'engage, etc. Je crois que c'est un travail au long terme. Je prends juste Sophie. Puisque je vais faire de la pub, Valérie, je serai amené à vous contacter en ce J'ai sens. On fait vu. un événement mécénat environnemental. Mais je le dis parce que ça pourrait intéresser également l'ensemble des entreprises qui sont là aujourd'hui. Le 17 juin prochain, je reviendrai vers vous tous. Avec plaisir. Merci, Marc. Natacha, si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, j'ai envie de dire, on peut lancer toutes les démarches dès le départ.
Il n'est pas utile d'être grand, d'être nombreux, d'être ancien pour pouvoir commencer n'importe quelle démarche, quelle qu'il soit, du moment qu'on est aligné avec ses valeurs. Ah bah, merci beaucoup. Et Valérie? C'est juste pour dire qu'effectivement, les dirigeants ne sont pas tout seuls. Il y en a plein Mm. qui pensent comme vous et que, donc voilà, au travers de différents réseaux, il y a beaucoup de vie, beaucoup d'échanges. Et c'est notamment ce qu'on fait, nous, au sein de la communauté. Eh ben, c'est tout à fait un très beau mot de la fin. D'ailleurs, c'est aussi ce que nous on fait au réseau PEX. On essaye d'avoir une transition écologique en action. On n'est pas tout seul. On est 6000 dans notre réseau. Donc, euh, restons engagés et restons focus sur notre mission, j'ai envie de dire. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.